Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, on commence par notre focus du jour. Comment repérer et accompagner des enfants suspects de maltraitance? Une femme travaille à mieux prévenir, détecter, diagnostiquer et comprendre les conséquences de la maltraitance physique chez les enfants. Flora Blangy est notre rôle modèle du jour. Et puis elle est en plateau aujourd'hui avec nous. Jeanne Dreyfus est notre chroniqueuse du jour. Bonjour Jeanne. Bonjour Philippine. Ravie de vous retrouver. Jeanne, aujourd'hui on prend le métro avec vous, oui, mais pour y voir des œuvres d'art. Absolument. Que ce soit le métro parisien, que ce soit le métro de Marseille ou de Lyon, eh bien nos réseaux de mobilité, ils ont un aspect peu connu, celui de collectionneurs d'œuvres d'art et de programmateurs artistiques. On découvre tout ça tout à l'heure. Et puis c'est notre grand sujet du jour. L'école doit jouer un rôle clé pour sortir les élèves des écrans qui les enferment. Voilà le message que soutient le collectif Éducation numérique raisonnée dans une tribune au Monde. Il s'inquiète notamment d'une mise en péril des élèves dont les capacités et les compétences seraient affectées. On en parle avec notre invité Clémence Ababa. Bonjour. Bonjour Philippine. Soyez la bienvenue sur le plateau de l'école du futur. Vous êtes membre de ce collectif et professeur d'histoire-géographie à Paris. On en parle dans un instant, juste après le focus. Le 11 octobre dernier, 35 chercheuses ont reçu le prix Jeunes Talents lauréat l'UNESCO pour les femmes et la science. Parmi elles, Flora Blangy, qui s'est distinguée notamment avec ses recherches pour améliorer la prévention de la maltraitance des enfants. Vous allez le voir, un talent évidemment et une cause particulièrement touchante qui nous est présentée aujourd'hui par Xavier Terrade. Bonjour, je m'appelle Flora Blangy, je suis sage-femme en thèse d'épidémiologie dans l'équipe INSERM Épopée, en lien avec le Centre d'investigation et de recherche clinique femmes, enfants, adolescents du CHU de Nantes et avec le service de pédiatrie générale de l'hôpital Necker Enfants Malades. Ma thématique de recherche est l'amélioration du diagnostic de la maltraitance physique infantile. 2 ans après cette interview accordée à Expanscience, Flora Blangy fait partie des 35 chercheuses qui ont reçu le prix Jeunes Talents lauréat l'UNESCO pour les femmes et la science, remis le 11 octobre 2023. La sage-femme a été récompensée pour son travail essentiel sur la prévention de la maltraitance des enfants. Nous avons réalisé une étude à partir du parcours de soins d'une centaine d'enfants de moins de 6 ans. Ces enfants avaient été pris en charge par l'équipe de l'unité d'accueil des enfants en danger du CHU de Nantes. Ils avaient été hospitalisés pour une suspicion de maltraitance physique entre 2016 et 2018. Et les résultats de la recherche de cette passionnée de médecine depuis toujours sont sans appel. Donc nous avons donc analysé leur parcours de soins avant diagnostic de la maltraitance et nous avons mis en évidence un défaut de prise en charge dans plus d'un tiers des cas. Les causes retrouvées étaient soit un échec de prévention, donc c'est-à-dire des enfants qui étaient déjà connus des services sociaux ou de la protection maternelle et infantile et qui avaient une récidive de maltraitance physique, soit un retard de détection, donc par exemple un nourrisson de moins de 6 mois qui lors d'une visite chez le médecin présente des bleus sans explication retrouvée et pour lequel le diagnostic de maltraitance n'a pas été évoqué. Mais Flora Blangy ne compte pas s'arrêter là. Prochaine étape pour la chercheuse, se lancer dans un post-doctorat à Londres afin d'étudier la relation entre la maltraitance infantile et la santé mentale à l'âge adulte. Allez, autre sujet à présent. Vous le savez, à l'ère de la révolution numérique, l'intégration des technologies dans l'éducation est devenue incontournable. Comment les enseignants sont-ils préparés à ce virage numérique? Quels sont les défis et les opportunités aussi qui se profilent? Et puis, quelles sont les craintes et les réticences qui freinent parfois cette transformation? On va voir que le débat est loin d'être terminé avec notre invitée. Elle s'appelle Clémence Ababa. On en parle tout de suite dans la première partie du talk. À nos côtés, donc aujourd'hui pour en parler, Clémence Ababa, vous êtes membre de ce collectif et professeur d'histoire-géographie à Paris. L'école doit jouer un rôle clé pour sortir les élèves des écrans qui les enferment. C'est le message que porte votre collectif. Quel constat, pour commencer peut-être, vous a poussé justement à vous constituer en groupe et à vous engager tous ensemble dans ce combat? En fait, c'est à la suite d'un appel de Gabriel Attal, alors qu'il était ministre de l'Éducation nationale, qui a fait en fait une déclaration en parlant des écrans. Et avec plusieurs collègues, amis, on a vraiment discuté. C'est aussi une question qui arrive souvent en salle des profs, sur voilà, notre utilisation du numérique, sur la façon dont nos élèves aussi sont accrochés au numérique. Et en fait, on a une collègue qui s'appelle Agnès Fabre et qui a rédigé un courrier pour s'adresser à M. Attal en disant « Nous, on veut participer au débat ».
Voilà. On est enseignant, on est sur le terrain, on a des enfants devant nous, des élèves, et en fait, on a rejoint concrètement Agnès en rédigeant vraiment cette lettre, et on a réfléchi, en fait, qu'est-ce qu'on veut ? Voilà. Qu'est-ce qu'on veut concrètement concernant le numérique ? Parce que c'est pas le tout de dire les écrans c'est très bien ou les écrans ça va pas du tout. Je pense qu'il faut pas vivre en dehors de son temps. Voilà, les écrans sont là. C'est une chose. Maintenant, est-ce que l'école doit vraiment pousser nos élèves vers ces écrans ou au contraire leur donner des moyens de s'en prévenir, enfin de prévenir surtout les côtés négatifs des écrans ? Est-ce que l'école doit au contraire complètement les fermer aux écrans ? Voilà, le débat est ouvert en fait. Et nous, on veut y participer. Et donc, parce que ça n'a jamais été le cas avant. On n'a pas cette impression. C'est-à-dire que nous, ce qu'on a eu comme retour du terrain par rapport à cette lettre qui a été publiée dans Le Monde, c'est une tribune qui a été... Voilà, on a envoyé cette tribune au Monde en disant, on verra. Et en fait, les retours de terrain qu'on a eus, c'est que il y a beaucoup d'enseignants en fait qui se sont sentis en fait pris au piège par le numérique. C'est-à-dire que c'est des décisions des collectivités, c'est les régions, les départements qui décident en fait de mettre du numérique ou pas dans un établissement. Et en fait, après, il faut y aller à marche forcée. Vous n'avez pas votre mot à dire ? Pas forcément. Voilà. Alors après, il y a toujours une liberté pédagogique qui est plus ou moins en fait facile à dire aussi. On a des collègues de tous âges, de tout caractère. Voilà. Oui, voilà. Et on a des collègues qui savent pas du tout utiliser le numérique, d'autres qui sont très à l'aise. Et d'un autre côté, nous on a eu peur. Quand on voit ça arriver, on se demande en fait, il faut faire la différence entre le fond et la forme. C'est-à-dire que le numérique. Une tablette, un ordinateur peut être utile à condition qu'on ait des outils pour s'en servir, qu'on sache s'en servir. C'est ce que vous défendez effectivement avec... Et voilà. Nous, on veut mettre du fond, on veut mettre beaucoup de fond dans l'apprentissage. Jeanne Dreyfus a une question à vous poser. En l'état, dans une classe, on a le droit d'avoir son téléphone portable ou pas ? Ça dépend des établissements. Au collège, c'est interdit. Au collège, c'est interdit. On le met dans une boîte ? Nos élèves... moi, je suis dans un enseignement public. Nos élèves ont leur téléphone dans leur sac à dos, mais il doit être fermé, éteint. Voilà. Jusqu'à la fin de la journée. Voilà. Et si jamais on l'entend, s'il sonne, on a, depuis que M. Blanquer a fait passer un décret, on a le droit de le prendre, alors qu'avant on n'avait pas le droit, parce qu'il y avait des histoires de propriété intellectuelle par rapport à la puce. Voilà. Donc là, maintenant, on a le droit de prendre l'appareil, de le donner évidemment à notre direction, et c'est la direction qui décide d'appeler les parents à la fréquence qu'elle veut. Enfin, voilà. Donc on a retrouvé, en fait, nous, au collège, et à l'école primaire, évidemment, bien sûr, ce droit. Mais par exemple, au lycée, le téléphone n'est pas interdit. Et donc, il y a des dérives, forcément. Il y a des élèves qui ont leur téléphone avec eux pendant les cours. C'est-à-dire que ça vous apporte plus de sérénité au collège, au lycée, dans votre enseignement ? Ah oui, et nous, on a vu la différence entre avant et l'après loi sur les téléphones portables. D'accord. C'est-à-dire qu'on a eu quand même l'impression de reprendre le pouvoir dans nos classes. Par rapport à ces comportements qui étaient déviants. On avait vraiment des élèves qui trichaient avec leur téléphone et qui faisaient des histoires aussi, parce que comme on n'avait pas le droit de leur prendre, ils contestaient, donc quand on le voyait, on le demandait, mais comme ils savaient qu'on n'avait pas le droit de le prendre, ils faisaient des histoires, donc il fallait qu'on appelle quelqu'un de la vie scolaire. Enfin, vous voyez, c'est un cercle vicieux. Et puis on perdait un temps fou. Voilà. Donc là, maintenant, la règle est très claire pour tout le monde, et ça a vraiment aussi amélioré la façon de la gestion des classes, en fait. Ouais. Vous écrivez dans votre tribune qu'aujourd'hui, l'école généralise le recours au numérique éducatif en augmentant notamment le temps d'écran des élèves, déjà surexposés. Vous êtes, qu'on comprenne bien, contre les écrans en classe ou plus modéré que ça ? Alors, on est quand même assez contre le fait qu'on fasse intervenir l'écran, notamment sous forme de tablette. En fait, nous, ce qui nous dérange le plus, c'est l'écran où on a l'impression que l'enfant va avoir un outil. Mais en fait, il ne sait pas vraiment s'en servir et ça va peut-être dévier son apprentissage. Ça veut dire qu'on a un problème de formation à la fois des enseignants et des élèves aujourd'hui sur le sujet ? Oui, ça, certainement, ça c'est clair. Mais la question c'est, est-ce qu'il est vraiment utile qu'un enfant ait une tablette entre les mains pour apprendre ? Ou est-ce que il ne faudrait pas leur mettre d'abord les outils de base que nous, on a eu. En fait, je pense qu'il y a un vrai souci sur la façon dont on conçoit les choses. C'est-à-dire que moi, je fais partie d'une génération qui a grandi sans écran. Enfin, j'avais la télé. Mais je veux dire, j'avais pas d'ordinateur à la maison. C'était quelque chose de très rare d'avoir un ordinateur dans un foyer. Il n'y avait pas de smartphone. Quand les smartphones sont apparus, moi, j'étais déjà dans le monde professionnel. Mais certains pourraient vous dire aujourd'hui que les temps ont changé.
Oui, Et mais qu'il faut vivre avec est-ce son que temps. les cerveaux des enfants ont vraiment changé sur la façon dont ils apprennent? Vous en doutez? Oui, j'ai des doutes par rapport aux attitudes qu'on voit en face de nous. C'est-à-dire que, et notamment, on a là pareil, les remontées de terrain des écoles, notamment les collègues d'écoles primaires, professeurs des écoles, qui nous disent qu'elles ont des enfants qui sont incapables d'attention pendant plus de 10 minutes. Voilà. Et moi, je vois bien aussi en classe, les élèves, ils ont besoin de me zapper. C'est terrible. Ils ont tellement l'habitude de passer d'une information à une autre à la vitesse de la lumière qu'ils ne savent plus rentrer en fait dans un débat intellectuel avec des arguments sur le long terme. Et ils n'ont plus les arguments et ils n'ont plus le vocabulaire. Et là, c'est là où on s'inquiète en fait. C'est qu'on a perdu, en fait. On a perdu des choses. N'y a-t-il pas, malgré tout, autant d'avis sur le numérique éducatif que d'usage qu'en font les enseignants? Je pense notamment au TBI, le tableau interactif, utilisé par certains comme un simple vidéoprojecteur et comme d'autres comme un vrai outil pédagogique. C'est ça qui est compliqué aussi. Et c'est très compliqué. Et je pense aussi que chaque discipline a ses propres utilisations. C'est-à-dire que moi, je suis professeur d'histoire géo. Je me sers du TBI comme un vidéoprojecteur. Parce que moi, je mets beaucoup d'images pour mes élèves, mais pour les faire réfléchir sur ces images. Après, on travaille sur des textes aussi écrits. Voilà. Et on a un rapport aussi à l'image. C'est vrai que moi, ça m'a ouvert, en tant que prof d'histoire géo, la possibilité de faire découvrir des paysages. La multiplicité, en fait, est formidable. Voilà. Et après, je vais avoir des collègues de sciences qui vont réussir à utiliser leur tableau numérique pour faire en effet des exercices très intéressants aux élèves. Voilà. Mais pour que nos élèves en fait, puissent arriver à concevoir un vrai discernement intellectuel, il faut d'abord qu'ils sachent vraiment bien lire et écrire et passer par l'outil crayon-papier. Et ça, on a peur que, en fait, l'écran est une menace par rapport à ça. Ou une menace, ou en tout cas un espèce de danger. Voilà. C'est comme en médecine, en fait, le bénéfice-risque. Voilà. Réfléchissons au bénéfice-risque. C'est-à-dire que pour l'instant, on a des alertes de médecins qui nous disent que les enfants ne vont pas bien. Voilà. On a une jeunesse qui ne va pas bien. Voilà. Donc, regardons ce constat. Bénéfice-risque. Est-ce qu'on ne pourrait pas un peu stopper cette frénésie du numérique pour revenir à des choses un peu plus concrètes, en fait? Un bon manuel, papier-crayon, un regard très, très... pas inquiet, parce que je pense qu'il ne faut pas mettre de l'inquiétude. Il y a assez d'inquiétude comme ça dans le monde. Hein, mais un regard peut-être questionnant sur ce que c'est que le numérique. Voilà. Et nous, on prône des cours vraiment pour apprendre à utiliser le numérique, mais aussi pour apprendre la machine. Ce qui n'existe pas aujourd'hui. Mais non. Enfin, il n'y a pas d'éducation au numérique, en tout cas à l'école. Non, et voilà. Et moi, on fait partie d'une génération nous, qui avons appris ce que c'était qu'un ordinateur, ce qu'il y avait dedans, un processeur. Enfin, vous voyez, ce sont des choses comme ça. Même quand on n'était pas des spécialistes de la technologie, on a appris comment ça fonctionnait. Ouais. Et en fait, moi, je me rends compte que mes élèves ne savent pas comment fonctionne leur ordinateur, leur téléphone encore moins. Ils confondent le Wi-Fi avec le Bluetooth, ou même avec ils ne comprennent pas que leur smartphone ne soit pas relié à Internet, ils ne voient pas pourquoi. Enfin, voilà, il n'y a pas de questionnement en fait, sur comment ça marche. Voilà. Donc ne devenons pas esclaves de nos machines. C'est le message que vous portez, oui, effectivement. Soyons-en voilà, vraiment des acteurs. Voilà, soyons acteurs de notre société. On continue à en parler dans un instant, si vous le voulez bien. Juste après, d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zappé, c'est l'œil de Jean Martineau.
Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invitée Clémence Ababad, membre du collectif Éducation numérique raisonnée, professeure d'histoire-géographie à Paris. Mais Clémence, juste avant de reprendre nos échanges, on va laisser place à la chronique de Jeanne Dreyfus qui a une idée derrière la tech. Jeanne, on quitte le plateau, direction le métro avec vous aujourd'hui, parce qu'alors qu'on associe rarement ce moyen de transport, c'est vrai, à l'éveil artistique, il ne cesse d'y accueillir la création, embarquement immédiat. Eh bien oui, peut-être étiez-vous récemment sur la ligne 1 à Paris, clin d'œil à l'équipe de School TV, et serez-vous passé devant une exposition qui s'y tient à Étoile, à Franklin Roosevelt, ou encore à Gare de Lyon, son thème, le sport, son organisateur, le magazine Fish Eye. Et ce que l'on y voit, à la place habituelle des affiches ou des pubs, eh bien, des photographies qui célèbrent l'arrivée prochaine des JO en parant les parois du métropolitain de couleurs vives ou pastel, de lignes graphiques dessinées par des corps en tension, des moments de concentration et d'intensité, le tout signé Benjamin Malapry, Kate Opperman ou Eva Watkins. Et en découvrant ces œuvres d'art, eh bien, à la disposition des usagers, j'ai voulu, moi, en savoir plus sur les politiques artistiques de nos réseaux de mobilité. Qui trouvent d'ailleurs leurs origines dès les premières stations de métro parisiennes d'Hector Guimard, dont la création du métropolitain, si j'en abuse. Absolument, ouais. Donc dessiné par Hector Guimard, les écrins végétaux, art nouveau des bouches de métro parisiennes, ce qui voulait à l'origine éviter la peur de s'enfoncer dans les entrailles de la terre, avec aussi leur fameux réverbère rouge qui évoque la forme du verre en fusion. On les emprunte tellement, en fait, ces œuvres, qu'on finit par ne plus les voir. C'est vrai. Et quand bien même les métros continuent d'être l'œuvre d'artistes géniaux, mais qui connaît le nom de l'artiste qui a dessiné la station Arts et Métiers à Paris, par exemple? Pas moi. Pas de réponse. François Schuiten, auteur des Cités obscures, pour les amateurs de BD et fans incontestés de Jules Verne, dont on voit dans le métro des Arts et Métiers une référence aboutie, eh bien, qui connaît encore l'auteur de la station Palais Royal à Paris, nommée Le kiosque des Noctambules. Eh bien, c'est une œuvre de Jean-Michel Othoniel, dont le travail de Very fait notamment écho à celui des stations de Guimard du début du siècle. Alors, Jeanne, comment fait-on pour relever justement l'attention des usagers? Alors, les artistes, ils rivalisent d'imagination pour créer des dialogues toujours plus inattendus avec nos moyens de transport, et ce, partout dans le monde. Je vous fais un top 5 des projets les plus fous, pas seulement dans le métro, mais aussi sur les trams, notamment avec ce premier exemple nommé Monochrome Rose. L'idée, en fait, est née à Genève de l'esprit de l'artiste pilotiriste de changer toute la colorimétrie d'un tramway en rose pétard, le tout pour aller définitivement à l'encontre de la morosité de notre train-train, ou dirais-je tram-tram quotidien. Oh là là, elle est bonne. Allez, numéro 2, de tram 2 ambiances pour ceux de la métropole de Lyon, qui elle, a décidé de faire appel à des street artistes du monde entier pour pelliculer leurs rames de tram, de tags ou de graffiti. À l'honneur, Astro, Tony Noël, le franco-américain John Wan, l'allemande Mad Si. L'idée était de faire du réseau le premier à être le support d'une collection éphémère de street art. Magnifique. Alors Jeanne, là on est donc en extérieur. Est-ce qu'il y a des artistes qui justement vont vraiment à l'intérieur, dans les souterrains, pour enjoliver le quotidien des passagers? Eh bien là aussi, les artistes rivalisent d'imagination pour créer l'inattendu et la surprise. Numéro 3 de mon top 5, le maître mot est Sauvage. Bienvenue à la station de Westminster à Londres. L'idée était, pendant quelques jours, à l'initiative du quotidien The Times, de faire de la station la plus célèbre de Londres une jungle où la nature aurait repris ses droits. Le message derrière cette campagne promotionnelle, c'était « Le Times saura guider le lecteur au sein de la jungle politique actuelle ». Et les annonces sonores elles-mêmes étaient aussi modifiées. Après le Mind the Gap, on pouvait entendre dans les haut-parleurs ne pas dépasser la ligne des partis dans la jungle politique. C'est un jeu de mots anglais difficile à traduire.
mais ça joue avec la ligne jaune et la ligne des parties. On comprend. Numéro 4, Jeanne. Numéro 4, eh bien, mon maître mot est participatif et je vous emmène à New York, plus précisément dans le tunnel de Park Avenue qui avait été transformé en spectacle son et lumière par l'artiste Raphaël Lozano, activé par les usagers eux-mêmes qui parlaient dans des micros et activaient avec leur voix les lumières qui scandaient le tunnel. Alors certains chantaient New York, New York, certains clamaient leurs revendications, d'autres récitaient des poèmes. Bref, c'était devenu le temps de cette installation une petite agora où chacun pouvait trouver un terrain d'expression. Allez, je finis avec une autre champette sur le numéro 5, c'est ça ? Absolument. Celui-là, il n'a pas été réalisé, mais je veux continuer de croire que tout espoir n'est pas permis. C'est le projet qui avait été le lauréat d'un appel à idées lancé par la RATP en 2017. Et c'était donc ce projet lauréat, celui de végétaliser nos quais de métro aérien parisien. Quelle formidable idée qui avait récolté 6 000 voix sur un total de 50 000 votes. La RATP avait dit être sur le coup, je vous jure. Elle pensait en donner la gérance à des associations ou à des écoles d'horticulture riche idée. Mais résultat, toujours pas d'espace vert en attendant votre métro du matin. Bref, pour vous consoler, je vous propose d'aller voir l'exposition sur la ligne 1 à l'intérieur sans végétalisation, mais qui vous éveillera au bon goût du sport et du corps en extérieur sur signé Fish Eye Magazine. Merci beaucoup, Jeanne. Une autre manière de voir le métro avec vous. Merci beaucoup. Et puis, nous, on lance tout de suite la deuxième partie du talk. On continue de parler éducation numérique raisonnée quand on peut avec notre invité Clémence Ababa. Je rappelle que vous êtes membre de ce collectif et professeur d'histoire-géographie à Paris. Vous considérez dans cette lettre publiée sur votre site que la généralisation du numérique éducatif est un leurre, voire même la cause d'une catastrophe éducative. Les mots sont lourds. Est-ce que vous pensez que le numérique éducatif est plus affaire de communication que de réelle efficacité ? Oui, on a ce sentiment en fait de vouloir mettre beaucoup d'outils en forme en fait. C'est-à-dire qu'on remplit l'espace. On remplit les classes avec des TNI, mais surtout avec un rapport à la tablette. Nous, ce qui nous inquiète aussi, c'est le fait qu'on pousse les élèves en fait, à se connecter aussi à l'extérieur de l'école. C'est-à-dire qu'il n'y a plus ce qu'on appelle de droit à la déconnexion. Par exemple, avec des solutions comme École Directe, Pronote. Voilà, c'est ça. Donc, qui sont des outils qui ne sont pas forcément négatifs. Il y a toujours du bon dans tout. Il faut pas comme on dit, jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais il faut quand même réfléchir à la façon dont on accroche nos enfants à des écrans et on rend indispensables ces écrans. Et par exemple, l'autre fois, j'étais en réunion de parents et il y a une petite élève qui n'apprend pas ses leçons. Elle n'apprend pas ses leçons, elle ne travaille pas. Et en fait, quand je vois la maman, elle me dit « mais je ne comprends pas, elle travaille tout le temps ». Alors je dis, écoutez, oui, alors elle travaille où ? Donc dans sa chambre, et je dis, mais il y a quoi dans sa chambre ? Il y a des écrans, tout ça. Elle me dit, ah non, il n'y a pas d'écran. Je dis, bon, formidable, mais alors qu'est-ce qu'elle fait ? Et en fait, sa maman me dit, oui, mais en fait, elle est obligée de prendre son smartphone parce qu'elle n'arrête pas de me dire qu'il faut qu'elle aille sur Pronote, parce que c'est là où il y a les devoirs, il y a des leçons, il y a... Alors, c'est pas tout à fait vrai d'ailleurs, parce que nous, moi je vois avec mes collègues, on a justement pris du recul par rapport à cet outil. C'est-à-dire que par exemple, on oblige nos élèves à sortir un agenda pour écrire les devoirs, parce que sinon ils prennent l'habitude de ne plus le faire et ils attendent en fait, ils deviennent complètement passifs, ils attendent que ce soit écrit sur Pronote. Et en plus, Pronote a, comme tous les objets technologiques, il peut y avoir des bugs. Voilà. Oui, et donc parfois on a des dates de contrôle qui changent de date sans qu'on le sache, parce qu'il y a eu une mise à jour du logiciel et qu'on n'était pas au courant. Voilà. Et donc on se retrouve avec des quiproquos avec des élèves. Vous voyez, ça crée des situations en fait qui nous compliquent finalement l'enseignement parfois. Mais je trouve aussi qu'il peut y avoir aussi un côté positif. Mais à chaque âge, son utilisation. Voilà. Et là, on rejoint des experts scientifiques qui disent qu'il faut réguler en fonction de l'âge et peut-être qu'en effet, quand on est lycéen, qu'on a bien appris à lire, à écrire, qu'on a lu des livres, qu'on est capable de formuler des arguments, d'avoir un raisonnement intellectuel très, très abouti, oui, certainement, là, l'outil numérique va faire gagner du temps à plein de gens. Pourtant, avant, non. Clémence, la sortie des périodes de crise sanitaire a mis le numérique au premier plan comme les solutions possibles pour un renouvellement de l'éducation en France. On n'a donc rien appris de cette période et des enjeux cruciaux pour l'école notamment, comme pour les entreprises de l'éducation. On les reçoit tous les jours ici dans l'émission.
Cette nouvelle manière de voir l'éducation que la crise a mis au devant de la scène, il y a quand même des choses positives qui se sont passées pendant la crise et plein de start-up EdTech, ce qu'on appelle les start-up EdTech, de l'éducation du numérique, qui se sont lancés, qui ont proposé gratuitement leurs outils et qui sont venus en aide quelque part des élèves et des enseignants. Oui, alors il y a eu déjà, là il y a eu un énorme décalage dans cette mise dans le numérique entre des enfants qui avaient accès au numérique tout seuls. C'est-à-dire qu'ils ont dû se débrouiller tout seuls parce que leurs parents n'étaient pas capables de les aider ou ne savaient pas ou n'étaient pas là. Il faut savoir qu'il y a eu tous les métiers dits essentiels, en fait. Les enfants étaient tout seuls à la maison parce que les mamans et les papas, ils étaient soignants, ils étaient en train de faire les ménages dans les bureaux, dans le métro, enfin partout où il fallait. C'est venu avec des dérives, c'est ce que vous êtes en train de dire. Et en fait, on a eu des dérives et nous, enfin... Personnellement, moi, j'ai fait un assez mauvais constat de cet enseignement à distance. Moi, j'ai détesté. J'ai détesté enseigner à distance. J'avais l'impression de parler toute seule. Il n'y avait plus du tout d'interaction avec des élèves. D'abord, il y en a plein qui ne se connectaient pas, en fait. Et donc, on a perdu beaucoup d'élèves. On a perdu du temps, beaucoup de temps. Bon, après, voilà, c'était une obligation. Enfin, on n'avait pas vraiment de choix. Et puis, à côté de ça, on a eu des enfants, en effet, qui avaient des parents qui avaient les moyens de les aider, à la fois intellectuellement et aussi matériellement. Et là, moi, je trouve qu'on a créé une cassure, en fait. Vous parlez justement de la maison et le sujet s'y invite aussi. Emmanuel Macron, le président de la République, a appelé à reprendre le contrôle de nos écrans et de leur utilisation par les enfants le 16 janvier dernier, faisant du sujet un élément central de son propos sur l'éducation. Je le cite, on a laissé beaucoup de familles sans mode d'emploi. Il faut qu'on ait un consensus scientifique, que les scientifiques commencent à nous donner un plan et qu'on éclaire le débat public, dit-il. On a l'impression que ça n'a jamais été le cas. Est-ce que vous faites par exemple partir de ces discussions, notamment de cette fameuse commission sur les écrans? Alors, nous n'avons pas été conviés à la commission sur les écrans. C'est aussi pour ça qu'on a publié notre tribune, puisqu'en effet, la commission devrait rendre normalement ses conclusions d'ici la fin du mois. Donc, nous allons leur écrire aussi personnellement. Dans cette commission, il y a des experts scientifiques, il y a des experts aussi du numérique. Et nous espérons en fait qu'ils sauront en fait se tourner vers tous les acteurs dans l'école. Parce que souvent, nous, les enseignants, on nous demande d'appliquer des choses et on nous demande jamais de retour en fait sur ce qui se passe. Vous subissez plus que... Alors, je ne sais pas si on subit parce qu'on a aussi notre liberté. Mais quelque part, oui, on a l'impression parfois que ça va très très vite. Il faut prendre le train en marche et il faut y aller sans forcément avoir de recul. Et nous, ce qu'on dit, c'est que là, voilà, pareil, bénéfice-risque, là, on a plein de scientifiques, de médecins qui nous disent qu'il y a un problème avec les écrans et les enfants. Et nous, on continue notre marche effrénée vers le numérique en classe. On a des dotations qui valent plusieurs millions d'euros qui sont payés pour des collèges. Et en fait, on n'en a pas en fait, les conclusions. Est-ce que c'est vraiment bénéfique? Donc vous demandez à ce que des études prouvent notamment l'efficacité ou non du numérique à l'école. Tout à fait. Par exemple. Ouais, par exemple. En réaction aux émeutes du mois de juillet 2023, le gouvernement a dévoilé une série de mesures axées sur la fermeté. Quelques mois auparavant, le président de la République avait souligné notamment la responsabilité des réseaux sociaux dans les troubles. C'est son terme qui touche notre pays. Vous qui êtes devant des élèves tous les jours ou presque, est-ce que vous partagez son analyse et est-ce qu'être enseignant à l'ère du numérique, c'est plus compliqué qu'avant? Je pense que chaque période a ses difficultés. Voilà. Et c'est à nous de les traiter, c'est nous les adultes, en fait. Et moi, c'est ça que je dis, nous sommes les adultes. Ce n'est pas à nos enfants de décider si l'ordinateur ou si le smartphone est bon pour eux ou pas. C'est à nous, adultes, à un moment donné, de voir qu'il y a peut-être un problème et c'est à nous de dire stop. Voilà. Donc votre démarche, c'est d'aider quelque part les élèves. Et nous, on aimerait aider les parents aussi à aider leurs enfants. Et on est très favorable à ce qu'on appellerait une école des parents, enfin, on est des lieux où on puisse discuter de tout ça, que les parents puissent venir parler. Et on se rend compte, quand on regarde des reportages ou quand on parle à des médecins, que les parents n'ont pas forcément de tabou là-dessus. Et notamment les personnes qui ont besoin d'être aidées parce qu'elles sont éloignées du numérique par leur culture, par le fait qu'ils n'aient pas le temps, parce qu'ils ont un travail qui n'utilise pas le numérique et qui n'ont jamais appris à s'en servir. Et en fait, ces parents-là, en fait, quand on leur parle, ils disent la vérité. Enfin, ils parlent sans avoir honte de dire que, bah oui, leur enfant, en fait, il passe pratiquement toute la soirée devant un écran. Ouais. Voilà. Et ils demandent de l'aide. Et alors, oui, puis alors après, il y a tous les problèmes liés aux réseaux sociaux, où là, on a des enfants qui sont inscrits sur des réseaux sociaux qui sont normalement interdits aux moins de 16 ans, dès l'école primaire. Donc là, on se pose vraiment une vraie question. Et c'est des parents on a plein de parents qui ne savent pas mettre un contrôle parental en place, qui pensent qu'acheter un smartphone, ça va permettre à leurs enfants de faire des études extraordinaires.
Voilà. Le sujet de l'éducation numérique, il y a encore plein de choses. Il y a beaucoup de choses à dire. Merci beaucoup, en tout cas Clémence Ababa, d'être venue sur le plateau de l'École du Futur aujourd'hui pour nous parler notamment de votre collectif et de vos engagements. Vous êtes donc membre de ce collectif Éducation numérique raisonnée, professeur par ailleurs d'histoire-géographie à Paris. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci aussi à vous, Jeanne Dreyfus, notre chroniqueuse du jour. On a pris le métro pour y voir des œuvres d'art. Ça se passe en ce moment sur la ligne 1. Merci beaucoup à vous aussi de nous avoir suivis. Et puis nous, on se retrouve dès demain, 12h30, sur l'École du Futur. Bonne journée.